peloton à mon commandement. À droite, droite. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Gardez la cadence. 1, 2. Nouvelle offensive en Flandre, 7 juin 1917, le général Haig attaque Ypres. À 6h20, nos hommes ont sur l'ordre d'avancer. Oui, ce sera tout. Rassurez-vous, il va beaucoup mieux, ce n'était pas trop grave. Je voudrais voir le lieutenant Hastings, s'il vous plaît. Hastings... Je vais vous demander quand... Attendez un instant, voulez-vous? Du régiment des fusiliers royaux. Le nouveau film est arrivé, vous trouverez le lieutenant en salle de projection. Merci. Des réfugiés belges sont accueillis sur nos rivages. Excusez-moi, lieutenant Hastings, un monsieur vous demande. Merci. On ne reconnaît plus ses vieux amis. Seigneur Dieu, John Cavendish, comme je suis heureux de vous revoir. J'ai voulu m'engager, mais on m'a dit que j'étais trop vieux. C'est de la mouflerie. Que devient votre frère Laurent s'il pratique toujours la médecine? Il avait arrêté jusqu'à la guerre. J'ignore pourquoi il a voulu être médecin. On l'a envoyé travailler dans un hôpital local. Et il écrit toujours. Il a déjà publié quelque chose? De courtes histoires, des poèmes, des feuilletons dans les magazines. Je suppose que vous savez que Mère s'est remariée. Seigneur Dieu, non, je n'en savais rien. On a vu un jour débarquer un individu qui prétendait être un cousin éloigné d'Evie. Vous vous rappelez, Evie? Evie. Evie Howard, c'est la femme à tout faire de ma mère. Une fille très attachante, cette bonne Evie. Je vais lui partir avant qu'elle n'arrive. Enfin bref, le dénommé Ingletorp est arrivé à la maison et un mois après, notre chère mère nous annonçait qu'elle et Alfred étaient fiancés. Tout le monde fut surpris car cet individu a 20 ans de moins qu'elle. 20 ans de différence? Vous étiez tous dans une situation délicate. Délicate. C'est le moins qu'on puisse dire. Êtes-vous libre de vous en aller? Je ne suis pas prisonnier, vous savez. Mais vous êtes en état de voyager. Si oui, voulez-vous venir passer quelques jours chez nous? Avec grand plaisir. Ça me changera un peu de l'armée. Je pourrais être chez vous samedi, si cela vous convient. À merveille. Vous allez au premier. Sainte-Méry! Styles Sainte-Méry! Bonjour, Hastings. John, je suis heureux de vous revoir. Venez. Nous avons réussi à obtenir quelques gouttes d'essence, grâce au ministre de l'Agriculture. Vous devez vous servir souvent de la voiture? Assez, oui. Je dois aller voir tous les fermiers, une fois par mois, donc je circule beaucoup. Je me demande si nous avons le temps de passer prendre Cynthia et Laurence. Non, ils ont déjà dû partir de l'hôpital. Cynthia, c'est votre femme?
Ah, non, c'est une protégée de ma mère. La fille d'une de ses amies d'enfance. Elle s'est retrouvée sans argent et ma mère l'a prise sous son aile. Elle travaille dans le même hôpital que Laurence, à Malmesbury. En voiture. Chez nous, j'ai bien peur que vous ne trouviez la vie trop calme. Mais, cher ami, après les joies de la France, c'est tout à fait ce qu'il me faut. C'est une de vos voisines. Cette jeune personne à cheval, une très jolie fille. C'est en effet ce qu'on dit. Non, c'est Madame Rex, la veuve d'un des fermiers des environs. Venez, Evie. Je vous présente notre héroïque blessée, lieutenant Hastings, mademoiselle Howard. Je suis enchanté. Faites bien attention à ce que vous dites, sinon je vous traîne devant monsieur le maire. Mais ce serait un honneur. Ne soyez pas trop poli. Vous pourriez le regretter ensuite. En cas de refus, Lady Tadminster pourrait alors présider la première journée et Madame Crosby la seconde. Mais comment faire pour la duchesse? Le lieutenant Hastings est arrivé. Oh, monsieur Hastings, quelle joie de vous revoir après toutes ces années. Êtes-vous tout à fait remis de votre blessure? Oh oui, je me porte à merveille, Madame Ilgentorp. Ce n'était qu'une égratignure. Alfred Chéri, voici monsieur Hastings. Monsieur Hastings, mon mari. Je suis très heureux de vous connaître, lieutenant Hastings. C'est moi, monsieur. Mary, le lieutenant Hastings. Enchanté, lieutenant. J'ai entendu parler de vous si souvent. Oh, c'est réciproque, madame. John a de la chance. C'est celui que j'aime. Au revoir, Cynthia. Au revoir. Au revoir, Laurence. Au revoir. Nous sommes en retard. Votre mère déteste qu'on soit en retard pour le thé. Elle n'aime nous voir réunis que pour la façade. Monsieur, Oui, cela nous occupe beaucoup, vous savez. Veiller au confort des troupes, à l'acheminement des armes. À combien d'événements avons-nous pris part depuis ces 3 derniers mois, Alfred? 3 ventes de charité et 2 fêtes, sans compter les kermesses. Vous savez, ma chère, je pense que ce coussin doit être humide. Oh. Permettez. Voilà. Avec celui-là, vous serez mieux. Je ne peux pas vous laisser avec un coussin humide. Vous êtes si prévenant, Alfred. prenez de ce délicieux gâteau. Merci, Dorcas. Ah, voilà Cynthia. Vous êtes en retard aujourd'hui, Cynthia. Oui, je suis désolée, mais le car avait du retard. Voici monsieur Hastings, mademoiselle Murdoch. Je suis enchanté. Où est Laurence? Il est dans la maison, il arrive dans 1 minute. S'il ne se dépêche pas, il ne restera plus de gâteau. Une de mes cousines est infirmière. Elle passe apparemment la plupart de son temps à calmer les sœurs. Il faut avoir des nerfs d'acier si on veut résister. Je ne suis pas infirmière grâce au ciel. Je travaille au dispensaire, c'est tout. Oh. Et combien de gens avez-vous empoisonné? Oh, des centaines. Cynthia, veuillez arrêter de dire des bêtises. Qu'avez-vous l'intention de faire après la guerre, lieutenant? Eh bien, vous allez vous moquer de moi, mais je caresse le rêve de devenir détective. J'étais en Belgique avant la guerre et j'ai rencontré un des plus grands détectives. Que faisiez-vous en Belgique? J'ai chassé le canard.
Ce détective venait de Bruxelles et enquêtait sur un meurtre commis au village. Je crois que j'avais été suspect pendant quelque temps parce que la victime avait été tuée avec le même fusil que le mien. C'est effroyable. Pas vraiment, non. Mon système est basé sur le sien. Mais bien sûr, je lui ai apporté quelques améliorations. Et il y a sûrement un nombre insensé de meurtres qui resteront toujours impunis. Pourrait-on parler d'autre chose? Mon frère est très sensible à ce sujet, faisant partie du corps médical. Cessez le feu! Encore un exemple des croyances bucoliques britanniques. Anagali sarvensis, c'est-à-dire, en langage clair, le mouron rouge. Nos amis croient que quand sa fleur est ouverte, c'est signe que le beau temps va continuer longtemps. Dans ce pays, il est plus que rare qu'elle soit ouverte. Pourquoi est-ce qu'il nous raconte tout ça? Quelque chose qui ne va pas, monsieur Van der Stadt? Il voudrait savoir pourquoi nous devons connaître ses coutumes. Il trouve ça fatigant. Parce que, monsieur Van der Stadt, ici en Angleterre, nous sommes des invités. Et si nous voulons gagner la confiance des indigènes, nous devons alors connaître leurs coutumes. Qu'est-ce que c'est? Alors, soldats, où est le reste de votre section? Ils sont tous morts. Enfin, ils disaient que non, mais l'arbitre a dit que oui, alors ils sont morts. Quoi qu'il en soit, faites circuler ces civils. Cette vieille demeure de Styles est vraiment magnifique. Oui, elle l'est, en effet. Elle m'appartiendra un jour, ainsi que notre maison de Londres. J'ai pu persuader Mère qu'Inglethorpe n'avait aucun droit sur ses biens. Il n'y a pas droit de toute façon. D'après ce qui est établi, pour le moment, j'aurai sans doute les maisons de Styles et de Londres. Mais Inglethorpe aura toute la fortune et je suis fauché. Votre frère pourrait vous aider, peut-être. Laurence? Non. Nous sommes tous fauchés. Ma mère s'est toujours montrée généreuse envers nous, bien sûr. Enfin, jusqu'à maintenant. Car depuis qu'elle est remariée... Alors, venez. Rentrons à la maison. Rappelez-vous la chanson que les soldats britanniques nous avaient apprise. Voulez-vous que nous la chantions? Alors attention, tous ensemble. Et essayez de chanter juste. Bonjour, monsieur Poirot. Bonjour, Dr. Wilkins. Je vous salue, messieurs. Je vois que vous avez rejoint la cavalerie. Oui, tel que vous me voyez, je rentre chez moi. Ça fait 2 fois que je me fais tuer en un mois. Dites-moi, que diriez-vous d'une panne de bière s'il y en a encore? Oh, non, merci. J'avoue que je ne vois pas pourquoi les Anglais fréquentent ces débits de boissons. Toutes ces bouteilles de tailles différentes, rangées dans n'importe quel ordre. Dark. Cela ne semble pas gêner vos compatriotes? Les efforts ont été vains. J'essaie chaque jour de leur inculquer le sens de l'ordre, de la méthode, et voilà. Je les vois toujours disparaître dans ces débits de boissons. C'est un très bon cheval. Je croyais qu'on avait réquisitionné tout ce qu'il y avait de correct pour l'armée. L'usage agricole du cheval nous en a exemptés, heureusement. Ah, je vois. Je fais le tour du domaine presque tous les jours. De toute façon, je n'ai rien d'autre à faire. Vous travaillez les terres, je crois. Oui, mais ça se passe très tôt le matin. Normalement, j'ai terminé vers midi. Je ne voyais pas ça comme un travail de femme. C'est la guerre. Chacun doit faire son devoir de soldat. En tout cas, vous portez divinement l'uniforme, si je peux me permettre. Tiens, t'es un bon garçon. Merci. Ah, je n'ai pas du tout pensé à votre jambe blessée. Vous n'avez pas mal? Non, ça va parfaitement bien. Je crois que cette canne est devenue inutile. Tenez, avec les compliments de l'armée.
Le mois de juin n'a jamais été aussi chaud. Ce qu'il nous faut, c'est un bon verre de limonade fraîche. Limonade? Je crois bien ne pas en avoir vu depuis 1914. On fait un tennis tout à l'heure? Avec plaisir. Mary, Hastings, vous voulez venir dans mon bureau? Qu'y a-t-il? Nous voilà dans de beaux draps. Evie s'est accrochée avec Inglethorpe et elle est renvoyée. Renvoyée? Elle s'en va, on lui a signifié son congé. Elle est allée voir mère et elle lui a... Je n'en pouvais plus, je lui ai dit ce que je pensais. Evie, ça ne peut pas être vrai. Oh, si, c'est vrai. J'ai peur d'avoir dit à Émilie des vérités qu'elle n'oubliera pas et ne me pardonnera pas. Oh, Evie. Vous êtes une vieille femme, lui ai-je dit. Et il n'y a pas pire idiote qu'une vieille idiote. Votre mari a 20 ans de moins que vous. Oh, non. Désolée, mais il fallait que je le fasse. J'ai été directe. Je lui ai dit, je vous préviens, Émilie, que ça vous plaise ou que ça ne vous plaise pas, ce type a autant envie de vous assassiner dans votre lit que de vous y voir. Il est répugnant. Oh, Seigneur. Et qu'est-ce qu'elle a dit? Affreuse calomnie, mensonges éhontés, méchante femme, cher Alfred, etc., etc. Elle a fini par dire que plutôt je quitterais la maison, mieux ça vaudrait. Alors je m'en vais. Monsieur Hastings, vous êtes honnête, j'ai confiance en vous. Merci. Veillez sur elle, veillez sur ma pauvre Émilie. Ce sont tous des requins, je sais ce que je dis. Je ferai tout ce que je pourrai, soyez-en sûr. Tout ce que je vous demande, c'est de garder les yeux bien ouverts. Et surtout, monsieur Hastings, surveillez cet être diabolique. Je trouve qu'il fait très lourd ce soir. Vous trouvez? Je ne serais pas surpris si un orage éclatait. Ça fait 2 livres et 3 pence, monsieur. Et surtout, soyez gentil, ne le dites à personne, monsieur. Il y en a plus d'un qui n'hésiterait pas à tuer pour avoir autant de chocolat en une semaine. Je vous suis très reconnaissant, Madame Denty. Et je vous donne ma parole que vous avez devant vous la discrétion en personne, chère Madame. Je vous remercie. Merci à vous. Madame Denty, l'idée ne vous est jamais venue de ranger ces marchandises suivant leur pays d'origine? Oh, mais non, j'avoue que ce serait une idée curieuse. Pas du tout, et je vais vous le prouver, madame. Laissez-moi réfléchir. Nord, sud, est, ouest. Mais oui, bien sûr, les épices venant d'Orient, nous pourrions les placer à côté de la porte qui, dans votre magasin, se trouve à l'est. Voilà. Tout ce qu'il vous restera à faire, c'est vous rappeler d'où vient chaque article. Vous le trouverez alors très vite, ce qui évitera une perte de temps. Je serais très heureuse de suivre votre conseil. Toutefois, il y aurait une énorme difficulté. Tout ceci vient de chez le même marchand en gros, à Malmesbury. Ah oui, madame Denty, oui, mais... Je voudrais 6 timbres, madame. Tout de suite, monsieur. Hastings? Seigneur Dieu, Monsieur Poiron. Oui, en personne, mon ami Hastings. Je parlais justement de vous l'autre jour. Oh, mon ami, mon ami.
Voici mon grand ami, Monsieur Poirot. On ne s'était pas vu depuis des siècles. Nous connaissons déjà Monsieur Poirot. J'ignorais qu'il était de vos amis. Oh, ce n'est que grâce au bon cœur de Madame Inglethorpe, la mère de Monsieur Lawrence, que je suis là. Elle a eu aussi la générosité d'offrir l'hospitalité à 7 de mes compatriotes qui, tout comme moi, ont dû fuir leur terre natale. Elle a eu la bonté de nous prêter cette ravissante maison qui est là. Il faudra passer voir. Ah non, pardon. Il faudra que vous veniez prendre le thé. En Angleterre, c'est la formule qu'on emploie, non? Oui, absolument. Je deviens très britannique. Veuillez m'excuser. Oh, Monsieur Poirot. Oh. Madame Rex. Conduite est un qualifiant. Ça ne vous regarde pas. Oh, si, ça me regarde. Ça ne vous suffisait pas d'avoir une aventure sordide avec cette femme. Voilà que je découvre que vous lui avez donné une grosse somme d'argent. D'abord, il ne s'agit pas d'une grosse somme d'argent, et ensuite, ce n'était qu'un prêt. Non, et non, ma décision est prise. Ne croyez pas que parce qu'il s'agit d'un couple, la peur du scandale me fasse fléchir. Je vous ai vêtu, je vous ai nourri, je vous ai donné un toit, et voilà la façon dont vous me remerciez. Et c'est un petit homme charmant. Vous hébergiez une célébrité sans le savoir. C'est vrai. Oh, c'est vous. Quelque chose ne va pas, tante Émilie? Pourquoi cette question? Dorcas, apportez-moi quelques timbres, voulez-vous? Bien. Vous avez l'air très fatiguée, madame. Vous devriez aller vous reposer, je crois. Oui. Mais non, pas tout de suite. Il me reste quelques lettres à finir avant la levée de la poste. Avez-vous allumé la cheminée de ma chambre? Oui, madame. Je compte aller me coucher tout de suite après le dîner. Alors, vous ne voulez pas me le montrer? Ma chère Mary, ça n'a rien à voir avec ce qui vous tracasse. Alors, montrez-le-moi. Je vous dis que ça n'est pas ce que vous imaginez. Ça ne vous concerne pas le moins du monde. Hastings, il y a eu une épouvantable dispute. C'est par Dorcas que je viens de l'apprendre. Oui, je le sais, je viens d'entendre Mary et Madame Inglethorpe. Mais non! Ça se passait entre tante Émilie et lui. Oh, je souhaite sincèrement qu'elle ait pu tout découvrir sur lui. Je suis sûre que ce n'est que sa fortune qui l'intéresse. Enfin, il se trouve que Dorcas passait par hasard juste à côté. Apparemment, ils se sont jetés à la figure des choses épouvantables. Oh, je donnerais cher pour avoir plus de détails. Où allez-vous? Je dois aller au village. Vous allez voir votre précieuse Madame Rex, n'est-ce pas? Un peu de tenue, Mary. Je vous préviens, John. Il n'est pas question que je supporte ça plus longtemps. Je prendrai mon café dans ma chambre. J'ai encore quelques papiers à voir. J'ai lu dans les journaux que les premières divisions américaines sont attendues en France la semaine prochaine. Voulez-vous apporter son café à Madame Inglethorpe, Cynthia? Nous passons au salon pour prendre le café? Oui, entrez. Posez-le à côté de mon lit. Je ne vais pas tarder à aller me coucher, moi aussi. Je suis épuisée. Je vais prendre un somnifère. Veuillez allumer la lampe avant de vous en aller. Oui. Oui, il va bientôt faire nuit. Oh non. Ah, je la prends.
Merci, Dorcas. Je dois aller jusqu'au village, voir notre régisseur pour régler des histoires de terrain. Inutile de rester réveillé pour moi. J'aurai la clé pour entrer. C'est une heure curieuse pour les rendre visite à Danby. Mère! Ouvrez la porte! Mère! Mère! Ouvrez la porte! Qu'est-ce qu'on va faire? Que se passe-t-il? Mère semble avoir un malaise. Elle s'est enfermée à clé. Essayez donc de passer par la chambre de Monsieur Inglethorpe. Fermez à clé. Oh, ma pauvre maîtresse. On va essayer d'enfoncer la porte. Beth, allez vite chercher le docteur Wilkins. Y a pas une porte qui donne dans la chambre de Mademoiselle Cynthia? Si, mais elle est toujours verrouillée. Il faut quand même aller voir. Mary. Vous avez réussi à ouvrir la porte? Non. Celle-là est verrouillée aussi. Ah non. Je n'arrive pas à réveiller Cynthia. Elle doit encore avoir pris un de ses somnifères. Cynthia! Attention. 1, 2 et 3. Encore une fois. 1, 2 et 3. Annie, allez chercher du brandy, s'il vous plaît. Ouvrez-nous, je suis arrivée à réveiller Cynthia! Ça va, Cynthia? Oui, j'avais pris un truc pour dormir. Que se passe-t-il? Ça va un peu mieux. Ça m'est arrivé tout d'un coup. J'étais stupide de m'enfermer à clé dans ma chambre. C'est fini, mère. Calmez-vous. Je me sens mieux maintenant. Je vous en prie, laissez-moi passer. Oh. Alfred, non. Alfred. Oh non. Elle est morte? Oh mon Dieu. Où est Monsieur Inglethorpe? Il n'est pas dans la maison. Alors où est-il? Monsieur Cavendish, j'aimerais avoir votre autorisation de pratiquer une autopsie. Mais ça ne servirait à rien, elle est morte d'une crise cardiaque. Non, je ne suis pas de cet avis. Madame Inglethorpe présente tous les symptômes classiques d'un empoisonnement à la strychnine. Non, ce n'est pas vrai. Faites ce que vous jugez nécessaire, Dr. Wilkins. Je vous remets les clés de votre mère.
J'ai fermé à clé les 2 chambres. Je suggère que pour l'instant, elles restent fermées. Vous rappelez-vous que je vous ai parlé de mon ami Poirot, le Belge qui est au village? Ah oui, c'est celui qui, selon vous, est un grand détective. C'est ça. Autorisez-moi à faire appel à lui pour qu'il mène une enquête. Ce serait absurde, voyons. Wilkins est complètement obsédé par les poisons. C'est un maniaque des poisons. Alors, résultat, il en voit partout. Je suis prêt à donner carte blanche à Hastings puisqu'il le demande. Mais je crois préférable d'attendre et d'éviter un scandale qui nous nuirait. Non, 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 vous n'avez aucune inquiétude à avoir. Monsieur Poirot est la discrétion personnifiée. Je suis d'accord. Non, John. Désolé, Lawrence. C'est terrible, ma pauvre femme. Où étiez-vous passé? J'ai été retenu par Denby assez tard hier soir. Je me suis aperçu que j'avais oublié de prendre la clé. Denby m'a offert un lit, je ne voulais pas réveiller toute la maison et je suis resté chez lui. Oh, ma pauvre Émilie. Elle avait un tel sens du sacrifice. Elle abusait de ses forces. Je dois repartir, pardon. Oui. Oui, bien sûr. Monsieur Poirot, bonjour. Oh, Hastings, vous êtes matinal. Madame Mingletop est morte. Un moment. Je suis fier de vous, Hastings. Vous avez une bonne mémoire. Vous m'avez fidèlement rapporté tous les faits. Mais l'ordre suivant lesquels vous me les avez présentés, c'est autre chose. Tout à fait déplorable. Mais je tiens compte du fait que vous êtes bouleversé. Plus tard, quand vous serez un peu plus calme, nous pourrons ranger ces faits de façon ordonnée en les remettant à leur place. Ceux qui sont importants, nous les mettrons de côté. Ceux qui sont sans importance, nous nous en débarrasserons. Quelles que soient les excuses que je vous trouve, il n'en reste pas moins que vous avez omis de mentionner un point de cette affaire qui est de toute première importance. Et qu'est-ce que c'est? Vous ne m'avez pas dit si Madame Inglethorpe avait bien dîné hier soir? Eh bien, pour autant que je me souvienne, elle n'a presque rien avalé. Elle m'a paru trop bouleversée pour avoir de l'appétit. Je vois. Eh bien, allons-y. Et Hastings, vous vous êtes habillé très vite, votre cravate n'est pas en place. Il ne faut jamais se laisser aller, Hastings. Pourquoi voulez-vous savoir si Madame Inglethorpe avait bien mangé hier soir? Pour l'instant, on émet l'hypothèse que Madame Inglethorpe aurait été empoisonnée avec de la strychnine, non? C'est ce que je crois, moi aussi. Bon. À quelle heure Madame Inglethorpe s'est-elle retirée pour aller se coucher? Oh, très tôt, il devait être 8 heures.
Malgré cela, les symptômes ne se sont pas manifestés avant 5 heures du matin. Cela fait 9 heures. Un repas copieux pris en même temps que le poison pourrait en retarder les effets, mais sûrement pas autant. Or, vous venez de me dire que Mme Inglethorpe n'avait presque rien mangé. Oui. Nous voilà avec un de ces curieux petits détails qui changent tout, mon ami. On le met là. C'est une histoire épouvantable, Monsieur Poirot. Hastings vous a certainement dit que nous tenions à éviter toute publicité. Ce que je comprends parfaitement. Vous savez que Inglethorpe a réapparu? Oui, j'ai rencontré. On ne sait pas quelle conduite adopter à son égard. C'est une difficulté qui ne résistera pas longtemps. La clé de la chambre, je vous prie, monsieur. Oui, bien sûr. Merci, monsieur. Nous devons laisser ceci en l'état jusqu'à ce que l'homme de loi de Mme Inglethorpe soit présent. Cette porte donne dans la chambre de Cynthia. Qu'est-ce que c'est? Nous verrons plus tard. À première vue, c'est du cacao, mais nous le ferons analyser. Ah, regardez, Hastings. Cette lampe qui était sur la cheminée n'est cassée qu'en 2 morceaux, alors que cette tasse à café qui était juste à côté est brisée en 1000 morceaux. Quelqu'un a dû marcher dessus. Oui, mon ami. À mon avis, on a dû marcher sur la tasse de café pour la réduire en 1000 morceaux. Et la raison pour laquelle on a fait ça, c'est soit que la tasse contenait de la strychnine, soit... Et alors c'est beaucoup plus sérieux parce que cette tasse ne contenait pas de strychnine. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une tasse de café qui est assez fraîche d'ailleurs. Eh bien, Hastings, nous avons dans cette chambre 6 éléments très intéressants. Je les énumère ou vous le faites? Oh, eh bien, faites-le. Bien, parfait. Numéro 1, une tasse à café que l'on a réduite en 1000 morceaux. Numéro 2, une mallette avec la clé dans la serrure. Numéro 3, la tasse de café sur le tapis. Numéro 4, un brin ou deux d'une étoffe verte qui était coincée dans le verrou de la porte. Ah, c'est ce que vous avez mis dans l'enveloppe. Oui, en effet. Numéro 5, ceci. Qu'est-ce que c'est? De la cire de bougie, mon ami. Elle ne peut être là que depuis hier, sinon une bonne femme de chambre l'aurait enlevée. Laurence Cavendish tenait une bougie quand il est venu ici ce matin. Il m'a paru être très agité. Il semblait avoir vu quelque chose de ce côté qui l'aurait paralysé. Voyez-vous que ça pourrait être la porte? Non, plutôt la cheminée. Voilà qui est des plus intéressants. Mais la bougie qu'il tenait est rose, alors que celle qui a fait cette tache était blanche. Et le 6e élément? Non, le 6e élément, je préfère le garder pour moi, du moins pour l'instant.
Eh bien voilà, nous n'avons plus rien à faire ici, je crois. Si ce n'est... un feu de cheminée en plein été, Hastings? Le feu réchauffe, mais il peut aussi détruire. Il se pourrait qu'il reste... Ah! Voilà. Qu'en dites-vous, mon ami? Un morceau de papier épais, plus épais que du papier à lettres ordinaire. Alors? Un testament. Si c'était un fragment de testament, on a voulu le brûler? Exactement. C'est ce à quoi je m'attendais. Et dites-moi, mademoiselle, votre maîtresse avait-elle dans sa garde-robe une robe vert foncé? Non, monsieur. Quelqu'un dans cette maison possède-t-il une robe de cette couleur? Non, monsieur. Pas que je sache, en tout cas. Parfait. Laissons cela de côté pour l'instant. Si vous le permettez, je voudrais vous poser une ou deux questions au sujet de l'après-midi d'hier. Oui, monsieur. Votre maîtresse a eu une dispute? Je ne sais pas si j'ai le droit Ma bonne Dorcas, Madame Inglethorpe est morte. Nous devons tout savoir et dans les moindres détails si nous voulons la venger. Alors là, pour ça, oui, je suis d'accord. Sans vous donner de nom, monsieur, dans cette maison, il y a quelqu'un qu'aucun de nous n'a jamais pu sentir. Ah? Alors, si on en revenait à cette dispute... Et il devait être environ 4 heures. Je suis passée par hasard devant le bureau et j'ai entendu des voix. Des gens parlaient fort, ils étaient en colère. Je n'avais pas l'intention d'écouter. Continuez, mademoiselle. Que s'est-il passé ensuite? Et puis, à 5 heures, Madame Inglethorpe a sonné et m'a demandé d'apporter le thé. Elle avait l'air bouleversée, monsieur. Votre thé, madame. Je viens d'avoir un grand choc, Dorcas. J'en suis désolée, madame. Je ne sais pas quoi faire. Le scandale qui frappe un homme et sa femme est une chose affreuse. Ces quelques mots ont suffi pour que tout change. Les hommes ne valent pas la peine qu'on leur fasse confiance. Dites-moi, mademoiselle, ce papier qu'elle tenait en disant ça, avez-vous une idée de ce qu'elle a pu en faire ensuite? Je suppose qu'elle l'a enfermé dans sa petite mallette rose. Si c'était important, bien sûr. Je vois. Dites-moi, mademoiselle, croyez-vous possible que votre maîtresse ait pris un somnifère en poudre hier soir? Pas hier soir, j'en suis sûre et certaine. Elle avait pris son dernier fortifiant, mais elle n'a pas pris de somnifère. Mais pourquoi êtes-vous aussi positive? La boîte était vide, monsieur. Elle avait pris le dernier il y a 2 jours et n'en avait pas fait refaire depuis. Mademoiselle Howard, ce que je suis contente que vous soyez revenue. Sans ce drame épouvantable, je ne serais pas revenue. Evie. Dès que j'ai reçu le télégramme, je suis partie. Dorcas va vous faire du thé. Je n'ai pas envie de thé. Ah, voilà Monsieur Poirot. Il nous aide dans notre enquête. Il est inutile de faire une enquête. A-t-on déjà enfermé ce monstre? Enfermé quel monstre? Alfred Inglethorpe, bien sûr. La pauvre Emily ne se serait pas fait assassiner s'il n'avait pas été là. Evie, moins fort, voulez-vous? Quoi que nous pensions, quels que soient nos soupçons, il vaut mieux en dire le moins possible pour l'instant. L'enquête officielle ne commence que vendredi. Cette enquête ne servira à rien. L'homme aura quitté le pays depuis longtemps. Il ne va pas rester là tranquillement et attendre qu'on le pende. Mademoiselle... C'est inutile, vous n'arriverez à rien.
Monsieur Alfred Inglethorpe doit être pendu, même si je suis obligée de le traîner à la potence moi-même. Ah, au fait, comment saviez-vous que Madame Inglethorpe prenait de somnifères? Ah, parce que, Hastings, j'ai trouvé ceci dans le tiroir de la table de toilette de sa chambre. C'était ça, le 6e élément que je voulais garder. Mais si elle a pris le dernier somnifère il y a 2 jours, on ne doit pas en tenir compte. Mieux vaut être prudent. Monsieur Poirot, l'homme de loi de ma mère est là. Voulez-vous lui parler? C'est aussi le coroner, hein, voyez-vous. Oui. Oui. Merci, monsieur Cavendish. Monsieur Watts, il y a une chose que je voudrais vous demander. Rassurez-vous, vous n'aurez pas à trahir le secret professionnel. Dans l'éventualité du décès de Madame Inglethorpe, qui hériterait l'argent? Pas d'objection. D'après son tout dernier testament, datant d'il y a 2 mois, elle lègue cette maison et celle de Londres à son fils aîné, Monsieur John Cavendish. Le reste de sa fortune revient à Monsieur Inglethorpe. Et supposez que, sans que vous le sachiez, elle ait fait un nouveau testament. C'est une chose possible, bien sûr. Elle en a fait un nouveau. Quoi? Et où est-il? Brûlé. Quelle extraordinaire coïncidence. Ma mère fait un nouveau testament le jour même de sa mort. Vous êtes si sûr que ça, que c'est une coïncidence? Je ne comprends pas. À ce que vous m'avez dit, votre mère a eu une violente dispute hier après-midi avec quelqu'un. À la suite de cette dispute, elle décide sur le champ de faire un nouveau testament. Elle ne parle à personne de ses dernières dispositions. Le testament disparaît. Votre mère emporte son secret dans la tombe. À mon avis, il n'y a aucune coïncidence. Mais comment ça? Vous avez toujours les clés, monsieur Poirot? Oui, les voilà. Ma mère gardait des choses là-dedans. Il vous faudra la clé parce que j'ai fermé à double tour ce matin. Ce n'est pas fermé à clé. Mais non, mais c'est impossible. J'ai gardé la clé dans ma poche toute la journée. Mais on va rien à faire. Quelqu'un a forcé les serrures. On a tiré le verrou de cette porte. Pourquoi? Il y avait sûrement quelque chose de première importance dans cette mallette. Quelque chose qui était un lien entre l'assassin et le crime. Mais quoi? Ça, je ne le sais pas encore. Une histoire très intrigante, mon ami, vous ne trouvez pas? Elle semble être assez simple, pourtant. L'argent de Madame Inglethorpe semble être le point commun de tout. Il y a les 2 maisons aussi, Hastings. Bien sûr, oui. Elles reviennent à John et tout le reste revient à son mari. Mais n'oublions pas cette altercation que Dorcas a entendue et à la suite de laquelle Madame Inglethorpe a fait un nouveau testament. Et que faites-vous de ces 2 fils, Hastings? Non, je ne crois pas qu'il soit coupable. À mon avis, voilà ce qui s'est passé. Inglethorpe a découvert que le testament avait été changé, laissant l'argent à John et non plus à lui. Alors furieux, il a empoisonné sa femme. Et le Nouveau Testament qu'elle avait fait? Il l'a brûlé. C'est le morceau de papier qu'on a trouvé dans la cheminée. Ah, vous dominez cette affaire avec maestria, Hastings. Oui, je le pense. Oui? Voyez-vous, en réalité, Hastings, il y a dans cette affaire 2 points d'une importance capitale. Vraiment? Mais oui. Et lesquels? Le premier de ces 2 points est le temps qu'il faisait mardi. Il faisait un temps magnifique. Il y avait 28 degrés à l'ombre et pas un nuage dans le ciel. Ne l'oubliez pas, mon ami, c'est la clé de tout le mystère. Je ne vois pas pourquoi.
Oh, et quel est le deuxième point? Le deuxième point est le fait important que M. Inglethorpe ait des goûts vestimentaires curieux, qu'il ait une barbe noire, et enfin qu'il porte des lunettes. Oh, c'est ridicule. Non, non, mon ami, c'est capital, au contraire. Dr. Wilkins, pouvez-vous nous dire quelle est la quantité exacte de poison absorbée par Mme Inglethorpe? D'après ce que l'on a retrouvé, Mme Inglethorpe aurait pris un peu moins d'un demi-gramme de strychnine. Maximum 1 gramme. J'ai pris le peu de cacao que j'ai pu trouver dans la tasse de Mme Inglethorpe. Je l'ai analysé, il n'y avait pas de strychnine. Donc, vous considéreriez plutôt que le poison aurait été mis dans le café qu'elle a pris après le repas et que pour une raison inconnue, son effet a été retardé. Oui. Mais comme la tasse de café était en petits morceaux, il était impossible d'en faire une analyse précise. Je dois dire qu'à mon avis, on n'a pas empoisonné ma mère. Elle est morte de mort naturelle. Vraiment? Avant sa mort, ma mère prenait quelquefois un fortifiant contenant de la strychnine. Oui, ce fait a été considéré lors de l'audience préliminaire. Mais n'est-il pas possible qu'elle ait pris une dose mortelle de ce médicament par accident? Je ne crois pas, Monsieur Cavendish. Dorcas, la servante de votre mère, nous a dit qu'il ne lui en restait qu'une dose la veille de sa mort. Je vous serais très obligé de nous répéter ce que vous avez entendu de l'altercation qui a eu lieu la nuit de la mort de Mme Inglethorpe. Ce que j'ai entendu? Oui. Et j'ai cru comprendre que vous étiez assise sur un banc en train de lire sous la fenêtre du bureau qui était ouverte. N'est-ce pas exact? Si. Alors voulez-vous nous répéter ce que vous avez entendu? J'avoue que je ne me rappelle pas avoir entendu quoi que ce soit. Cela veut dire que vous n'avez pas entendu de voix. Eh bien, en fait, si. J'ai entendu les voix, mais je n'ai pas du tout entendu ce qu'elles disaient. Même pas un simple mot ou une phrase. Si, je me rappelle une chose que Mme Inglethorpe a dite. C'était à propos d'un scandale possible entre un homme et sa femme. On dirait qu'elle veut cacher quelque chose, vous ne trouvez pas? Tout à fait de votre avis, Hastings. Appelez Monsieur Oui, Mace. qui est extrêmement intéressant. Je jure sur la Bible de dire la vérité, toute la vérité, rien que la vérité. Monsieur Mace, vous exercez la profession de pharmacien et votre officine se trouve dans le village de Style-Sainte-Mary. Avez-vous vendu de la strychnine ces derniers temps à quelqu'un n'ayant pas d'ordonnance? Oui, monsieur. Quand était-ce? C'était le lundi 18 juin. Il devait être 18 heures. Voulez-vous nous dire à qui vous l'avez vendu? Oui, monsieur. C'était à monsieur Inglethorpe. Il m'a dit que c'était pour empoisonner un chien, mais il a signé le registre. C'est très bien. Merci, monsieur Mace. Appelez monsieur Alfred Inglethorpe. Je jure sur la Bible de dire la vérité, toute la vérité, et rien que la vérité. Vous êtes Alfred Inglethorpe? Oui. Vers 18h, lundi dernier, vous êtes-vous procuré de la strychnine à la pharmacie pour empoisonner un chien? Non, pas du tout. Il n'y a pas de chien à Styles Court. Est-ce que vous niez aussi avoir signé ce registre? Absolument.
Ce n'est pas ma signature. Je vois. Voulez-vous nous dire, monsieur Inglethorpe, où vous étiez en fin d'après-midi le lundi 18 juin? Je n'en ai aucune idée. Réfléchissez, n'y avait-il personne avec vous? Personne. Je suis obligé d'en conclure que vous refusez de nous dire où vous étiez au moment où monsieur Mace affirme que vous êtes entré dans sa pharmacie pour acheter de la strychnine. Si c'est ce que vous voulez en conclure, eh bien, libre à vous. On dirait qu'il veut se faire arrêter. Vous avez eu une dispute avec votre femme mardi après-midi. Pardonnez-moi, vous êtes mal informé. Je n'ai eu aucune dispute avec ma chère femme. Je n'ai pas été à la maison de tout l'après-midi. Y a-t-il une personne qui puisse confirmer vos dires? Vous avez ma parole. Il y a 2 témoins qui jurent avoir entendu votre altercation avec Madame Inglethorpe. Ces 2 témoins se sont trompés, ça arrive. Parfait. Merci, monsieur Inglethorpe. Ce sera tout pour l'instant. Membres du jury, Il se passe vous avez lui-même entendu la les corde au témoignages. cou. Peut-être Vous devez rendre votre verdict. Hastings, connaissez-vous cet homme qui est près de la porte? Médical du docteur Wilkins, selon lequel Madame Inglethorpe C'est une vieille connaissance, l'inspecteur James Japp de Scotland Yard. Et si je ne me trompe pas, l'homme qui est à côté de lui est aussi de Scotland Yard. Vous avez entendu le Les choses vont témoignage vite, du mon collègue ami. pharmacien, Peut-être même selon trop lequel, le 18 juin, vers 18h, messieurs les jurés, quel est votre verdict? Meurtre avec préméditation, par une personne ou plusieurs personnes inconnues. Ce verdict a-t-il été rendu à l'unanimité? Oui. Il y a eu des moments où j'ai craint le pire, Hastings. Je ne pensais pas que cet homme aurait été assez entêté pour refuser de dire quoi que ce soit. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi le jury n'a pas inculpé Inglethorpe. Vous ne le croyez quand même pas encore innocent. Pourquoi, mon ami? Rien n'a changé. Ah, je vois que vous ne vous souvenez pas de moi, inspecteur Japp. Ma parole, mais c'est Monsieur Poirot. Voici le superintendant Summerhay. Très Vous avez heureux. entendu parler de Monsieur Poirot, non? L'affaire des faux d'Aircombe juste avant la guerre, je crois. Ah, c'est exact. Monsieur Poirot a arrêté le coupable à notre place à Anvers. Mais que faites-vous en Angleterre? Les Allemands ont rendu mon pays inhabitable pendant quelque temps par leur présence, inspecteur. Mais permettez-moi de vous présenter mon ami le lieutenant Hastings. Enchanté. C'est moi, lieutenant. Veuillez nous excuser. Je ne pense pas qu'il est utile de vous demander pourquoi vous êtes ici, inspecteur. En effet, cette affaire est d'une clarté évidente. Ah, je ne suis pas de votre avis. D'après les témoignages que j'ai entendus, ça ne peut être que Monsieur Inglethorpe qui a assassiné sa femme. J'en mettrai ma main au feu. Non, prudence, monsieur. Monsieur Poirot et moi, nous nous connaissons depuis très longtemps, et quand il émet un jugement, j'aurais tendance à lui faire confiance. Et à moins que je ne commette une grosse erreur, il garde quelques petits atouts dans sa manche. Eh bien, je vais vous dire une chose. Si vous arrêtez Monsieur Alfred Inglethorpe, ça ne vous rapportera rien de bon. Les charges contre lui tomberont immédiatement comme ça. Je vous crois sur parole, mais tout le monde ne me suivra pas. Moi, pour commencer. Alfred Inglethorpe ne doit pas être arrêté, superintendant. J'en ai fait serment. Êtes-vous déjà allé à New York, Hastings? À New York? Non. Ah, c'est une ville magnifique. Magnifique. À New York, chaque rue est en angle parfait avec chaque avenue, et chaque avenue est numérotée avec ordre, première, deuxième, troisième, quatrième. L'homme a tout discipliné là-bas. Mais ici, comment se sentir à l'aise devant ce paysage indiscipliné, devant cette nature où règne le désordre, où tout va dans n'importe quel sens, où règne l'anarchie? Et c'est pour ça que ça me plaît. Hastings, est-ce que ça ne vous a pas paru curieux que M. Lawrence Cavendish ait suggéré que sa mère ait pu s'empoisonner par accident? C'est une suggestion tout à fait normale pour un profane. Mais ce n'est pas un profane, vous m'avez dit vous-même qu'il était diplômé en médecine. Oui, c'est vrai, j'avais oublié. Et il y a aussi Madame Cavendish.
Que pensez-vous de son attitude? Eh bien, il me semble inconcevable qu'elle veuille protéger Alfred Inglethorpe, mais c'est bien l'impression qu'elle donne. Oui, c'est vrai. Mais on nous a donné un spectacle très curieux aujourd'hui. Où allons-nous, Poirot? Voir la belle et séduisante Madame Rex, Hastings. C'est une femme qui a un charme fou. Merci. Ah non, 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 Hastings. Il n'y a que moi qui vais voir la belle et séduisante Madame Rex. Vous, j'ai peur que vous soyez trop impressionnable pour garder les idées claires. Qui est-ce? Je ne sais pas. Je sors par derrière. Bonjour, Madame Rex. Nous voudrions que vous veniez avec nous à Malmesbury, Monsieur Inglethorpe. Malmesbury? Au commissariat. Vous êtes venu l'arrêter? C'est pas trop tôt. Nous ne voulons pas l'arrêter, mais lui poser quelques questions, madame. Madame, un moment, je vous prie, inspecteur Japp. C'est moi qui vous prie de nous laisser faire notre métier, monsieur. Désolé, monsieur Poirot. Oui, je comprends. Superintendant, donnez-moi l'autorisation de poser à monsieur Inglethorpe une seule question. Bon, allez-y. C'est très gentil à vous, superintendant. Monsieur Inglethorpe, est-ce que vous refusez toujours de dire où vous étiez lundi après-midi à 6 heures? Veuillez parler. Très bien. Je vais donc devoir le faire pour vous. Vous? Comment pourriez-vous? Je vais parler. Écoutez. Moi, Hercule Poirot, j'affirme que l'homme qui a acheté la strychnine, lundi après-midi à 6 heures, n'était pas Alfred Inglethorpe. Parce qu'à 6 heures ce jour-là, monsieur Alfred Inglethorpe était à Tadminster. Je suis en mesure de produire au moins 5 témoins qui jureront avoir vu monsieur Inglethorpe et lui avoir parlé à Tadminster à 10 heures et après 18 heures. Vous devez savoir que Tadminster est à 12 kilomètres au moins du village. Ma parole, Poirot, vous êtes étonnant. Qu'est-ce que je vous avais dit? Vos témoins sont dignes de foi, je suppose. Oh. Voilà, je vous ai fait une liste complète avec leur nom et leur adresse. Vous verrez par vous-même qu'ils sont sérieux. La liste comprend aussi la belle et séduisante Madame Rex. Ne vous l'avais-je pas dit? On se retrouve à la case départ. Pas tout à fait, mon ami. Maintenant que nous connaissons au moins une personne qui n'a pas acheté le poison, et puisque nous avons éliminé tous les faux indices, il ne nous reste plus qu'à examiner les vrais. Elle s'est éteinte comme une fleur. Elle s'est envolée comme s'envolent les ombres et a disparu pour toujours de cette terre. Emportée au milieu de sa vie par une mort violente, elle implore ton secours, ô Seigneur. Pardonne-lui ses péchés, ouvre-lui les bras et accueille-la près de toi. Nous te prions, Dieu Tout-Puissant, Dieu de miséricorde. Nous te prions de tout notre cœur de lui accorder le repos éternel et le salut de son âme.
Lieutenant Hastings, monsieur. Oui, Dorcas? Je sais que ce n'est ni l'endroit ni le moment, mais vous vous rappelez que ce gentleman belge m'avait demandé avec insistance si ma maîtresse ou quelqu'un d'autre avait un vêtement vert. Oui, continuez. Eh bien, je viens de me souvenir de ce que les jeunes messieurs appelaient la malle au miracle. Elle se trouve dans le grenier. Ça, c'est vert. Non, c'est trop foncé. Oh, ça alors? Voudriez-vous l'essayer, Hastings? Vous croyez que c'est la bonne? Je le crois. On lui a donné exactement la même forme que celle de Monsieur Inglethorpe. La question est, qui l'a mise là-dedans? Ça ne peut être que quelqu'un doué d'une grande intelligence. Celui qui est venu la cacher dans cette malle savait que sa présence n'y serait pas remarquée. Mais on va se montrer encore plus intelligent que lui. Nous allons faire preuve de tant d'intelligence qu'il va nous prendre pour des idiots. Ça ne va pas être facile. Et pour ce faire, votre aide va m'être inestimable, mon ami. Venez. Eh bien, il a quand même fini par comprendre. Comment? Il s'en va. Il s'installe à l'hôtel de Malmesbury. Lieutenant Hastings. Bonjour, Cynthia. C'est justement vous que je cherchais. J'aimerais vous parler. Seriez-vous fâché si je vous le volais, monsieur Poirot? Fâché si vous me le voliez. Ah, pardon, mais je vous en prie, mademoiselle Murdoch. Hastings, comme je vous envie, être volé par une aussi charmante jeune femme. Pardonnez-moi. De quoi vouliez-vous me parler? Si on allait s'asseoir d'abord. Oh, bien sûr. Lieutenant Hastings, vous vous êtes toujours montré si gentil. Et on voit que vous savez tant de choses. Oh, bien. Je suis flatté. Je voudrais vous demander votre avis. Voilà. Tante Émilie m'a toujours dit que mon avenir était assuré. Eh bien, je pense qu'elle a oublié ce qu'elle a dit. Ou qu'elle ne croyait pas mourir si vite. Seulement maintenant, je vais me retrouver sans rien. Je ne sais pas quoi faire. Croyez-vous que je ferais mieux de m'en aller? Bien sûr que non, vous devez rester. Je suis sûr que personne ne veut que vous partiez. Mary le voudra. Elle ne m'aime pas. C'est vrai? Je ne sais pas pourquoi. Et lui ne me supporte pas non plus. Mais là, je suis sûr que vous vous trompez. John vous est très attaché. Je ne parlais pas de John. Je parlais de Laurence. Ça n'est pas grave que Laurence me déteste, mais... c'est une chose horrible de voir que personne ne vous aime, que tous vous rejettent. Mais il vous aime. Je suis sûr que vous vous trompez, Cynthia. Prenez John et Mademoiselle Howard. Mais Laurence ne me parle jamais le premier, c'est toujours moi. Et Mary doit se forcer pour être simplement polie avec moi. Je ne sais vraiment plus quoi faire.
Épousez-moi, Cynthia. Oh, je vous en prie, soyez sérieux. Je suis on ne peut plus sérieux. Je vous demande de bien vouloir devenir ma femme. Vous êtes le plus gentil des hommes que je connaisse. Je vous assure qu'il n'y a pas de quoi rire. Qu'y a-t-il de drôle dans le fait que je vous demande en mariage? Mais il n'y a rien de drôle. Soyez un peu plus prudent à l'avenir. La prochaine fois, on pourrait vous répondre oui, vous vous rendez compte? Au revoir, lieutenant Hastings. Grâce à vous, j'ai retrouvé un moral d'acier. Ah, je suis perdu. Peut-être que je ne comprends rien aux femmes, après tout. Non, je plaisantais, évidemment. C'est l'inspecteur Chap. Qui est avec lui à l'arrière de la voiture? On dirait que c'est Laurence Cavendish. Que se passe-t-il, Dorcas? C'est l'inspecteur du diable. Ils viennent d'arrêter Monsieur Cavendish. Arrêtez Laurence? Oh non, pas Monsieur Laurence. Monsieur John. Le procès de la cour d'assises de Londres. Lisez tous les détails. Cavendish au banc des accusés. Le procès de la cour d'assises de Londres. John Wendover Cavendish, vous êtes accusé du meurtre de votre mère, Madame Emily Rose Inglethorpe. Ce meurtre a été commis le 19 juin 1917. Comment plaidez-vous? Non coupable. Messieurs les jurés, comme vous le savez tous, un meurtre avec préméditation est passible de la peine de mort. Et le meurtre que l'on va vous décrire est le meurtre prémédité le plus horrible et le plus commis de sang-froid. L'empoisonnement d'une vieille dame aimante et confiante par son propre fils. L'accusé et sa femme vivaient de façon plus que luxueuse dans la maison de sa mère, Styles Court. Cette dernière subvenait à tous leurs besoins. Vous voyez donc que Madame Inglethorpe était pour eux une bienfaitrice généreuse. Je ferai appeler des témoins pour vous démontrer à quel point l'accusé était au bout du rouleau sur le plan argent. Je vous prouverai aussi que l'inculpé entretenait une liaison coupable avec une certaine Madame Raikes, la veuve d'un fermier des environs. Je vous dirai comment il s'était arrangé pour que sa mère fasse un testament en sa faveur et comment, croyant qu'elle avait modifié ce testament, il l'a assassiné et détruit ce dernier. La veille de Je suis incapable d'en supporter davantage, Hastings. L'affaire se présente mal. Oh, ça ira peut-être mieux quand ce sera le tour de la défense. Je ne sais pas comment Mary Cavendish peut rester là sans s'effondrer. Oui. Elle fait partie des femmes qui résistent devant l'adversité. Elle sait garder sa fierté malgré sa jalousie. Elle est jalouse? Oui. Vous ne vous êtes donc pas aperçu que Madame Cavendish est une femme douée d'une grande jalousie? Vous avez surpris ce fragment de conversation qu'elle avait eu avec sa belle-mère. Elle demandait à Madame Inglethorpe de lui montrer quelque chose. Oui. Madame Cavendish croyait que la lettre que sa belle-mère lui cachait était la preuve de l'infidélité de John, son mari. Mais elle avait tort, ce n'était pas une lettre en réalité. Ce que Madame Inglethorpe avait découvert, c'était que John avait prêté de l'argent à Madame Raikes. J'ai appris ça par Madame Raikes en personne. Ce prêt était conséquent, il s'agissait d'une importante somme permettant à Madame Raikes d'acheter toutes les terres de la ferme. Vous niez que les relations que vous entreteniez avec John Cavendish aient été plus qu'amicales? Oui. Je vois. Vous n'avez jamais reçu l'argent de Monsieur Cavendish? Non.
Alors vous niez aussi que M. Cavendish vous ait remis un chèque de 200 livres le 21 juin dernier. C'était un prêt et non un don. Ce sera tout, Madame Rex. Je n'ai pas d'autres questions, Votre Honneur. Très bien, Monsieur Phillips. Il est temps de suspendre l'audience. Levez-vous, la cour se retire. C'est votre premier séjour à Londres, Poirot. Madame Inglethorpe devait avoir une belle fortune pour posséder cette maison et le domaine de Styles Court. Vous allez passer toute la journée à faire ça. Je me calme les nerfs, voilà tout. C'est une très bonne occupation, qui demande une précision parfaite des doigts. La précision des doigts ne s'obtient qu'avec la précision du cerveau. Et en ce moment, j'en ai grand besoin. Je vois ça, en effet. Je peux construire un château de cartes de 7 étages en mettant une carte sur l'autre avec une précision toute mathématique sans m'énerver. Mais je ne peux pas trouver le chaînon manquant de cette mystérieuse affaire. Vous avez une main d'une sûreté étonnante. Je ne vous ai vu qu'une fois perdre le contrôle de votre main. Ce devait être à un moment où la rage m'avait pris. Ça se passait dans la chambre de la défunte, juste après que nous ayons découvert que la mallette avait été forcée. Ah oui, oui. Vous étiez près de la cheminée, remettant tout en ordre, comme vous le faites toujours. Votre main tremblait comme une feuille. Parce que j'étais très en colère. Et ce qui m'avait mis en colère... Oh mon Dieu! Qu'est-ce qu'il y a? Ah, je viens d'avoir une idée, c'est tout, mais... Ah, oh mon Dieu! Un garage! Un garage! Pour l'amour du ciel, madame, indiquez-moi où je peux trouver un garage. Il faut que je loue une voiture avec un chauffeur immédiatement. Pourriez-vous aller plus vite, je vous prie, chauffeur? Non, sauf si vous souhaitez que nous ayons un accident. Non. Continuez comme ça. C'est vous le spécialiste. On ne vous a pas appris que les mains devaient se trouver sur le haut du volant et de façon symétrique? Mademoiselle Dorcas. Et dites-moi, mademoiselle, est-ce que quelqu'un est entré dans la chambre de Madame Inglethorpe depuis que nous sommes partis? Non, personne, monsieur. La porte est verrouillée, nous avons ouvert l'œil. Monsieur Poirot. Oui. Les clés. Oh. Merci.
La strychnine commence déjà à précipiter, à tomber au fond de ce flacon. Dans quelques heures, il s'en formera des cristaux incolores. Qui vont se déposer et ne pas remonter à la surface. Oui, qui vont se déposer et ne pas remonter. Inspecteur Japp, quand au cours de votre enquête, vous avez fouillé la chambre de l'accusé à Styles Court, avez-vous trouvé quelque chose? Oui, en effet. Voulez-vous nous dire de quoi il s'agissait? En fouillant dans le tiroir de la chambre de M. Cavendish, j'ai soulevé des vêtements et j'y ai trouvé une fiole de poison. Elle était vide. Veuillez montrer la pièce à conviction D. S'agit-il de cette fiole? Oui, monsieur. Avez-vous fait analyser cette fiole? Cela va de soi. Elle a été analysée par le laboratoire de Scotland Yard. On a trouvé que cette fiole avait contenu de la strychnine. Où est-il passé? Il m'a téléphoné tout à l'heure pour me dire qu'il revenait à Londres ce soir. Et il m'a demandé de réunir tout le monde ici. Et où veut-il en venir? Ça, je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas très bien de sa part. Ah, le voilà qui arrive. Ah non, ce n'est pas lui. Non, c'est l'inspecteur Japp. Madame? Où est Poirot? On ne sait pas, il est parti cet après-midi. J'ai reçu un message me demandant d'être là à 7 heures. Tout le monde est là-haut, montez. Je n'ai pas pris une seule tasse de thé de la journée. Oh, bonsoir. Puis-je demander ce qui se passe? Et vous le pouvez, madame. Si vous avez une réponse, alors faites-la moi connaître. Cette fois, c'est lui. Pourquoi fait-il tous ces gestes? Tel que je le connais, il doit donner une leçon de conduite au chauffeur. Mais où étiez-vous passé, Poirot? Bonsoir, Hastings. Bonsoir, Madame Cavendish. Tout le monde est là, oui? Bon. S'il vous plaît. Voyons, tout le monde est là, oui? Ah, une exception, oui. Pardon, madame, si je vous fais attendre encore quelques instants, il nous manque monsieur Inglethorpe. S'il met un pied dans cette maison, moi je m'en vais. Non, 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 mademoiselle, vous ne pouvez pas vous en aller. Rappelez-vous, mademoiselle, que c'est pour venger votre chère amie, la regrettée madame Inglethorpe. Pourquoi m'a-t-on convoqué ici? Que se passe-t-il? Je voudrais bien le savoir. Ah, voilà monsieur Inglethorpe. Asseyez-vous, monsieur.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Comme vous le savez tous, j'ai été invité à enquêter sur cette affaire par monsieur John Cavendish, qui, ce soir, de la cellule de sa prison, attend le verdict du jury. Et pour commencer, j'ai examiné la chambre de la défunte et j'y ai découvert des choses significatives. Les voici par le détail. Un fragment de tissu de couleur vert foncé. Je l'ai trouvé coincé dans le verrou de la porte de communication de cette chambre et de la chambre de mademoiselle Cynthia. Il m'a fallu pas mal de temps pour trouver d'où venait ce morceau de tissu. C'était un morceau d'étoffe appartenant à un vêtement que l'on met pour travailler la terre. À Styles Court, il n'y avait qu'une personne qui travaillait la terre. Madame Cavendish. Ce qui fait que ce devait être Madame Cavendish qui était entrée dans la chambre par cette porte. Mais cette porte était verrouillée de l'intérieur. Et quand j'ai examiné la chambre, Hastings, oui. Mais tout d'abord, nous n'avions plus que la parole de Madame Cavendish pour dire que la porte était verrouillée. Dans la confusion qui a suivi, elle a eu tout le temps de pousser le verrou. Non, je suis bel et bien convaincu que Madame Cavendish se trouvait en réalité dans la chambre. À ce moment-là, la défunte était malade. La raison qu'avait Madame Cavendish pour entrer dans cette chambre était sa jalousie. Elle avait appris l'existence d'une lettre. C'est à cause de cette lettre qu'elle avait eu une vive discussion avec Madame Inglethorpe. Et elle croyait que cette lettre prouverait la liaison de son mari avec Madame Raikes. À ce moment-là, elle était littéralement folle de jalousie. C'est ce qui l'a poussée à se faufiler dans la pièce pour y retrouver ce document. Alfred! Ai-je raison, madame? C'est vous qui avez détruit le testament? Oh, non, monsieur Lawrence. Une seule personne pouvait en fait détruire ce testament. Madame Inglethorpe elle-même. Mais elle l'avait rédigé dans l'après-midi. Elle l'a pourtant fait, mon ami. La température, ce jour-là, était montée jusqu'à 30 degrés à l'ombre. Ah oui, il faisait très chaud. Et malgré ça, Madame Inglethorpe avait ordonné qu'on fasse du feu dans sa chambre. Pourquoi? Mais parce qu'elle avait quelque chose à brûler. Précisément, inspecteur Jupp. Je continue. À 16 heures, Madame Inglethorpe se disputait avec son fils, le menaçant de le dénoncer à sa femme. D'abord, il ne s'agit pas d'une grosse somme d'argent, ce n'était qu'un prêt. Non, maintenant ma décision est prise. Ne crois pas que parce qu'il s'agit d'un couple, la peur du scandale me fera fléchir. C'est cette discussion que Dorcas a entendue. Mais elle a pris John Cavendish pour Monsieur Inglethorpe. À 16 heures, Madame Inglethorpe rédige un nouveau testament, déshéritant John Cavendish. Et là, je ne peux que supposer. Mais je pense que mes suppositions doivent être vraies. Elle écrit une lettre à son avoué, M. Wells, lui demandant de venir pour enregistrer ce nouveau testament. Elle découvre qu'elle n'a pas de timbre. Elle va voir s'il y en a dans le bureau de son mari. Il est fermé à clé. Elle l'ouvre avec son propre trousseau. Elle trouve une feuille de papier. C'est justement cette feuille de papier que Madame Cavendish a pris pour être la preuve de la fidélité de son mari, John Cavendish. En réalité, c'était beaucoup plus grave. Est-ce vraiment nécessaire? Tout ce que nous voulons savoir, c'est qui a empoisonné le café de ma mère et la raison pour laquelle le poison a été si long à agir. Oui, monsieur, c'est vrai, mais là, nous avons un petit problème. Voyez-vous, Madame Inglethorpe n'a pas bu le café. Quoi? Non. La tache sur le tapis, c'était du café. Elle l'a sûrement renversé avant de pouvoir le boire. Mais voulant quelque chose de chaud, elle décide de faire un cacao et le boit. Mais si la strychnine n'était pas dans le café, et elle n'était pas dans le cacao, nous le savons, où se trouvait-elle?
Maintenant, je vais vous poser une petite devinette très facile. Quel est le troisième élément qui était là tout prêt à être utilisé? Un truc tout simple et si pratique pour y dissimuler de la strychnine qu'il est absolument extraordinaire que personne n'y ait pensé. Hastings? Je ne vois pas du tout. Non? Non? Inspecteur Japp. Son médicament. Quelqu'un a mis la strychnine dans son fortifiant? Non, c'était inutile, Hastings. Elle s'y trouvait déjà. La strychnine qui a empoisonné Madame Inglethorpe était la même qui était prescrite le plus légalement du monde par le docteur Wilkins. L'addition de bromure à une solution contenant de la strychnine transforme la strychnine en cristaux solides incolores qui se déposent au fond du mélange. C'est-à-dire que cette dernière dose est fatale. Quelqu'un a ajouté du somnifère en poudre à son fortifiant? Oui, inspecteur. Il me manquait un chaînon. C'était une feuille de papier, en réalité. Et non un testament. Voyez-vous, notre assassin a écrit une lettre. Et cette lettre acceptée, il n'y avait rien qui reliait le meurtrier à son crime. Mais Madame Inglethorpe a trouvé cette lettre. Alors elle l'a enfermée dans sa mallette et l'a emportée dans sa chambre. Il devenait vraiment essentiel de retrouver cette lettre pour notre futur assassin. Sinon, il risquait la catastrophe. J'avais déjà fermé à clé la mallette de Madame Inglethorpe le lendemain matin de sa mort. Au moment où il allait récupérer la lettre, j'approchais de la chambre avec John Cavendish et M. Wells l'avoué. Ce sera très facile à vérifier. L'assassin cherche désespérément un endroit où la cacher et il ne trouve pas. Dans la chambre, rien ne lui permet de détruire la lettre. En quelques secondes, il la déchire en 3 longs morceaux. Vous avez toujours les clés? Il les entortille pour qu'ils ressemblent à des allumes-feu et les mélange aux autres. Ensuite, il déverrouille la porte donnant sur la chambre de Mademoiselle Cynthia et il s'en va. Ces allumes-feu sont restés en place jusqu'à ce qu'ils soient trouvés par Poirot. Ah oui, ces petites cellules grises ont fait du bon travail aujourd'hui. Un, 2, 3. Cette nuit sera la grande nuit. Des heures heureuses nous attendent une fois que la vieille ne sera plus une entrave, car elle sera morte. Personne ne pourra m'attribuer le crime. Ton idée d'utiliser le bromure était une idée de génie. Nous devons... Là, l'auteur fait une digression. Ça va te réchauffer le cœur de savoir que ton amant t'aime tellement qu'il est absolument incapable de faire quoi que ce soit d'autre que de t'écrire en cet instant si important. Mademoiselle Howard. Moi? Qu'est-ce que ça a à voir avec moi? Mais ça a tout à voir avec vous, mademoiselle. Aurais-je omis de vous dire à qui elle était destinée? Pardonnez-moi. Ma très chère Evelyne. Tu es stupide! Tu es vraiment stupide! Voyons, Evie, du calme. Gardez le silence ne vous servira à rien, monsieur Inglethorpe. L'écriture de cette lettre est suffisante, elle crie votre culpabilité. Vous avez assassiné votre femme de sang-froid. Comment osez-vous? Comment osez-vous porter une telle accusation? Monsieur Inglethorpe, vous savez que vous me décevez. C'est vrai. Nous nous aimons tous les deux.
Emmenez-les, inspecteur Job. Vous croyez qu'on allait attendre que cette vieille mégère crève? De toute façon, on méritait cet argent. Je n'ai pas le moindre regret. Vraiment, je ne regrette pas ce que j'ai fait. Monsieur Inglethorpe, Madame. C'est horrible. C'est horrible. Mais pourquoi il n'a pas gardé cette lettre? Ah, il ne l'a jamais terminée, en fait, mon ami. Il est probable que Madame Inglethorpe est rentrée trop tôt, l'a interrompue à leur près de cour, il l'enferme dans le bureau sans réfléchir. Nous savons le reste. Madame Inglethorpe trouve la lettre, décide de ne rien dire à son mari, mais aussi de détruire le testament qu'elle a fait en sa faveur. À mon avis, le jour suivant, elle a dû vouloir faire un nouveau testament en faveur de John, mais la mort l'en a empêché.